Bonjour à tous. 50 millions de personnes sont touchées par l'épilepsie dans le monde. Il s'agit là de la deuxième maladie neurologique la plus fréquente dans le monde. Entre-temps, le monde a célébré le 12 février de cette année la journée internationale contre l'épilepsie. Nous parlerons donc de cette maladie qui est l'épilepsie dans ce numéro. Dans le docteur, avec nous pourrons parler ce soir. Le docteur Antoine Salamba, il est assistant senior en neurologie ici au CNPP. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà docteur, première question. Pourquoi une journée mondiale de sensibilisation à l'épilepsie? Merci pour la question. Cette journée de l'épilepsie a été instaurée depuis 2015. L'épilepsie, c'est une pathologie très fréquente, comme vous venez de le dire. C'est une pathologie, deuxième maladie neurologique en termes de fréquence, après la migraine. Donc, c'est une journée surtout basée sur la sensibilisation de la population. Comme cette année, le thème, c'est changeons notre regard sur l'épilepsie. Parce qu'on a constaté, c'est une maladie dont les victimes sont souvent stigmatisées, souvent victimes des préjugés sur le plan social, ce qui perturbe, qui handicape leur intégration sociale et leur développement. Au-delà de la maladie, il y a cet aspect sociétal qu'il faut vraiment tenir compte et qui nécessite une sensibilisation de la population. Voilà, s'il faut donner une définition, c'est quoi la maladie de l'épilepsie? Épilepsie comme maladie, c'est défini en termes de crises, une répétition des crises épileptiques non provoquées. Actuellement, on définit l'épilepsie comme une survenue d'au moins 2 crises non provoquées, séparées de 24 heures, ou une seule crise mais avec une propension ou une susceptibilité à faire d'autres crises, des susceptibilités à récidiver. C'est comme on appelle crise, c'est sur le plan médical purement physiologique, physiopathologique, c'est une sorte de décharge neuronale qui est paroxystique, qui est hypersynchrone et qui s'accompagne des manifestations cliniques. Et quelles sont les principales causes de cette maladie de l'épilepsie? En termes des causes de l'épilepsie, déjà pour les crises, il y a des crises, comme je disais, il y a des crises non provoquées, il y a des crises provoquées. Tout le monde peut, lors d'une infection cérébrale, un paludisme, une hypoglycémie, une attaque, donc une agression cérébrale aiguë, dans toutes ces circonstances-là, faire une crise épileptique. Mais une crise provoquée ne définit pas l'épilepsie. En termes, ça c'est ce qu'on appelle des crises symptomatiques. Mais en termes d'épilepsie comme maladie, définie par la survenue de plusieurs crises, de 2 ou plusieurs crises non provoquées, là on a des épilepsies idiopathiques, des épilepsies pour lesquelles on ne retrouve pas de causes. Donc des causes sont inexpliquées. Inexpliquées, c'est limité. La médecine est encore limitée dans la recherche des causes. En termes, c'est ce qu'on appelle idiopathique, c'est des causes non connues. C'est pas qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause qui existe, mais on n'a pas trouvé la cause. Et ça dépend aussi de l'arsenal diagnostique. Parce qu'il y a plusieurs années, plusieurs épilepsies pour lesquelles on connaît les causes aujourd'hui étaient classées comme des épilepsies idiopathiques. Mais avec le développement de certaines techniques, il faut pousser avec la recherche. Mais à la limite de la recherche actuelle, il y a toujours des épilepsies qui restent des causes non retrouvées et qu'on considère comme des épilepsies idiopathiques. Alors, à côté de ça, il y a des épilepsies secondaires ou des épilepsies, des causes connues pour lesquelles on retrouve une cause. Ça peut être une cause structurelle. Vous avez vraiment quelque chose, une lésion dans votre cortex, dans votre encéphale, dans votre cerveau, qui manifeste, qui est ce qu'on appelle une lésion épileptogène, une lésion qui déclenche les crises d'épilepsie. Et ça peut faire suite à un AVC par exemple. Quand quelqu'un fait un AVC, il peut se constituer une séquelle au niveau de son cerveau. Et cette séquelle-là, cette lésion séquellaire-là au niveau de son cerveau, comme une plaie qui a cicatrisé, mais qui reste dans les cortex, qui peut être un site de déclenchement des crises. Ça peut être une tumeur. Vous avez une tumeur dans le cerveau qui peut déclencher les crises. À la suite d'un traumatisme, vous pouvez avoir une lésion aussi au niveau du cerveau
qui peut déclencher des crises. Il y a des causes infectieuses. Vous allez faire une méningoencéphalite. Et puis, en termes de séquelles, vous avez des lésions épileptogènes qui peuvent rester. Et il y a aussi des causes génétiques. Dans les développements de l'enfant, il y a des perturbations de sa constitution qui peuvent être au niveau des canaux ioniques qui participent à la transmission de l'influx, à la génération ou à la transmission de l'influx, qui peuvent être conçus de manière à mal fonctionner et être la cause des crises d'épilepsie et donc de la maladie épilepsie secondaire. Il y a des infections, il y a ces causes génétiques, il y a des malformations cérébrales en termes de dysplasie, il y a des malformations aussi secondaires en termes de sténo, de sclérose hippocampique. Toutes ces lésions-là rentrent dans ce qu'on considère comme des épilepsies secondaires qui sont dues à une cause qu'on peut retrouver surtout à l'imagerie. On peut faire l'IRM cérébral et retrouver une lésion qui déclenche, qui est le point de départ des crises épileptiques. Est-ce que l'hérédité intervient également parmi les causes? L'hérédité intervient. L'hérédité intervient beaucoup, surtout pour ce qu'on considère comme les épilepsies idiopathiques. Dans la plupart, la majorité des cas, quand on a une épilepsie idiopathique, on recherche dans la famille les parents, les grands-pères, toute la collatéralité, on peut retrouver des antécédents d'épilepsie. L'hérédité intervient beaucoup dans l'épilepsie. Alors, il existe combien de types de crises de l'épilepsie? En gros, on répartit les crises en deux types. Il y a des crises généralisées et des crises focales. Les crises généralisées, comme leur nom l'indique, c'est des crises qui partent de l'encéphale de manière générale. Et dans les crises généralisées, il y a des sous-types aussi. On a les crises généralisées dans les cadres tonico-cloniques généralisées, les crises épileptiques tonico-cloniques généralisées. On a l'épilepsie myoclonique, les crises myocloniques. On a les absences, ce sont les trois types de crises généralisées. Absence, crise généralisée tonico-clonique et puis les myocloniques. Et en dehors de ça, on a les crises focales. Les crises focales, c'est des crises qui partent d'un seul point, d'un certain point du cerveau de l'encéphale. Le cerveau, il est structuré de manière à ce qu'il y a plusieurs lobes, il y en a 5. Chaque lobe a une fonction. Au niveau des lobes, il y a des aires qui ont chacune une fonction, qui s'occupent d'une activité de notre organisme. Et chaque fois qu'il y a une atteinte, une épilepsie qui est déclenchée dans une certaine aire ou un certain lobe, on a les manifestations qui sont en rapport avec ces lobes-là. Si c'est les lobes qui s'occupent de la parole, par exemple, vous aurez des manifestations sur le plan de la parole. Et la crise va se traduire par ça. Si c'est les lobes temporales, par exemple, qui s'occupent de la compréhension, du langage et tout ça, vous pouvez avoir des manifestations en rapport avec la compréhension. Et voilà, on a plusieurs formes de crises focales qui dépendent de la zone cérébrale qui est concernée. Quelle est la tranche d'âge la plus exposée justement à développer l'épilepsie? L'épilepsie concerne toutes les tranches d'âge, de la naissance jusqu'à la vieillesse. Mais en termes de tranches d'âge, on répartit les épilepsies surtout en fonction de leur cause et de leur forme clinique. Et même en termes de syndromes, il y a des syndromes épileptiques et des formes étiologiques qu'on retrouve en majorité ou presque exclusivement chez les enfants. Par exemple, les absences. Les absences, c'est plus chez les enfants. Et puis, il y a des formes qu'on retrouve, par exemple, chez les vieillards en termes de causes, par exemple, les épilepsies structurelles faisant suite, par exemple, à un AVC, les épilepsies vasculaires. Comme on le sait, les AVC peuvent concerner toutes les tranches d'âge, mais c'est un peu plus fréquent chez les sujets âgés. Du coup, les épilepsies vasculaires aussi sont plus fréquentes chez les sujets âgés. Mais toutes les tranches d'âge sont concernées. Pour les épilepsies généralisées idiopathiques, qui sont aussi une forme très fréquente, c'est surtout chez les adultes jeunes. Les adultes jeunes, ça veut dire les gens en âge de travailler, 25, 40 ans, ce qui fait que ça a une implication aussi sur un impact social intéressant et grave, parce que quand vous privez, quand vous perturbez la tranche d'âge qui est censée travailler, qui est la tranche d'âge active,
c'est un peu perturbant pour la société aussi. Et quels sont les signes de l'épilepsie? Comme je le disais, les signes aussi dépendent de la forme de l'épilepsie. La forme, j'ai dit qu'il y a des formes généralisées. La forme la plus fréquente, l'épilepsie généralisée idiopathique, c'est la forme tonico-clonique généralisée. C'est la forme d'ailleurs la plus spectaculaire qu'on considère comme épilepsie dans notre milieu, ce qu'on appelle couramment les maladies endéquées dans notre langue. C'est quelqu'un qui est là, qui se frustre, qui se crispe à un moment donné, après il chute, et pendant quelques 2-3 minutes, il fait des mouvements, ce qu'on appelle des convulsions, il fait des mouvements tonico-cloniques, des mouvements cloniques, et puis il perd un peu connaissance, il reste calme pendant une dizaine de minutes, et après il se réveille avec perte des connaissances, avec oubli de ce qui s'est passé. Et parfois, il peut perdre les urines dans les habits, il peut se mordre la langue. Ça, c'est la forme typique des crises tonico-cloniques généralisées. Mais il y a d'autres formes d'épilepsie, comme j'ai parlé de l'absence chez les enfants. Souvent, à l'école, vous avez un enfant qui est là, qui travaille, qui écrit, et à un moment donné, il se perd. Il suspend sa conscience, il ne comprend plus rien, il n'entre plus en contact avec vous, vous l'appelez, il le regarde les yeux fixés tout droit devant lui, il n'interagit plus avec vous, et pendant 1-2 minutes après, il se retrouve et il continue son activité, ou il change d'activité, mais il se rappelle pas de ce qui s'est passé. Ça, c'est aussi une forme d'épilepsie. Les épilepsies myocloniques, c'est juste des mouvements cloniques. Là, il n'y a pas de perte de connaissance, vous avez juste des clonies au niveau des membres, tout en étant éveillé. Vous avez l'épilepsie, parmi les épilepsies focales, j'ai dit que ça concernait plusieurs aires du cerveau avec chacune de ses activités. Donc, si vous pouvez avoir des troubles de langage, vous pouvez avoir des troubles de mémoire, vous pouvez avoir un trouble sensitif, par exemple. Et la caractéristique principale qu'on pourrait vraiment retenir pour parler des autres épilepsies, parce que l'épilepsie généralisée, ça, tout le monde peut savoir que c'est de l'épilepsie. Mais pour les autres, c'est surtout les débuts brutaux et la fin brutale, et puis les caractères stéréotypés de l'épisode, les débuts brutaux, de tout ce qui peut vous arriver. Donc vous êtes à la maison, vous sentez un engourdissement qui commence au niveau de votre bras pendant 5 minutes, 3 minutes, et puis il disparaît. 2 semaines après, le même engourdissement est typique, c'est ça les caractères stéréotypés, la même chose qui revient. Juste un engourdissement qui commence, qui disparaît après quelques minutes et plus rien. Ça peut être une autre maladie, ça peut être un accident ischémique transitoire, mais quand ça revient plusieurs fois, selon le même caractéristique, avec un enfant qui, certains jours, il a des troubles du langage. Il n'arrive pas à parler, il parle des choses que vous ne comprenez pas. Pendant 2 minutes, ça commence brusquement et ça s'arrête brusquement. Et après 2 semaines, ça revient. Il faut suspecter l'épilepsie. Donc, c'est début brutal, cette fin brutale et ces caractères stéréotypés. Toujours la même chose, ça c'est typique des évocateurs d'une épilepsie. Il faut vraiment consulter quand vous avez des signes comme ça, même des vertiges qui vous arrivent et puis ça disparaît au bout de 3-4 minutes et puis rien. Les jours suivants, des semaines après, vous avez les mêmes symptômes qui arrivent, qui disparaissent. Il faut suspecter une épilepsie. Mais la forme la plus fréquente, celle-là, avec les chutes, les convulsions, tout le monde peut l'avoir et penser vraiment à l'épilepsie. Et quelle est la durée d'une crise d'épilepsie? La durée, l'épilepsie est d'une durée courte. L'épilepsie généralisée, c'est moins de 5 minutes pour l'épisode. Et tout ce qui se passe après, ce qu'on appelle la phase post-critique. La personne peut rester couchée, endormie pendant une dizaine de minutes ou plus. Mais ça, c'est post-critique. Mais pendant la crise, pour de vrai, elle dure moins de 5 minutes. Et c'est caractéristique des autres crises aussi. Elles sont en général courtes, moins de 5 minutes. Mais il y a ce qu'on appelle l'état de mal épileptique. L'état de mal épileptique, c'est lorsque la personne fait des crises trop longtemps, plus de 30 minutes de crise, ou soit il fait 2 crises, mais entre les 2 crises, il ne retrouve pas sa conscience. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une urgence médicale, thérapeutique. Il faut l'amener en urgence à l'hôpital. Il y a un schéma de prise en charge approprié et ce schéma-là peut conduire jusqu'à la réanimation.
il y a des médicaments de première ligne qu'on donne. Si au bout de 5 minutes, la crise ne s'arrête pas, on donne d'autres médicaments. Si au bout de 5 minutes, ça ne s'arrête pas, on envoie en réanimation. On doit donner d'autres médicaments beaucoup plus forts qui vont l'aider à se calmer. Parce que quand vous faites des crises trop longtemps, il y a beaucoup de complications qui peuvent arriver. Donc là, ce sont des formes sévères de l'épilepsie. Des formes sévères, très sévères, l'état de mal épileptique. Mais les crises typiques, classiques, les crises courantes, c'est moins de 5 minutes. Et voilà, comment réagir face à une personne qui fait une crise d'épilepsie? Une personne qui fait des crises d'épilepsie à la maison ou à l'hôpital ou en classe, un élève qui fait une crise, ça dépend déjà si c'est quelqu'un qui est connu, épileptique, donc la famille est informée, tout le monde est informé, même si il n'est pas connu épileptique, mais quand vous observez les signes dont on vient de parler, la première chose, pendant qu'il fait ses convulsions, pour la forme grave, l'état de la crise tonico-clonique généralisée, pendant que la personne fait ses convulsions, il faut déjà écarter tout ce qui peut les blesser, parce que c'est un mouvement assez brutal. Il faut écarter les meubles, écarter s'il y a des objets tranchants dans sa chambre. Et voilà, il faut écarter ça pendant qu'il fait sa crise. Il ne faut pas les bloquer, donc c'est contre les contrariés. Ne jamais essayer d'arrêter la crise. D'arrêter les crises, non. Ça vient du cerveau et ça va toujours se faire. Si vous essayez de les bloquer, vous risquez de provoquer des fractures et des luxations de l'épaule, par exemple. Il faut plutôt protéger sa tête, ça c'est important, parce qu'il peut se cogner et se blesser aussi. S'il est là par terre, vous pouvez placer un coussin en dessous de sa tête. Vous pouvez desserrer la cravate. S'il a une cravate, vous pouvez desserrer la ceinture pour lui permettre de... Et après la crise, comme je disais, il y a cette phase-là résolutive où la personne reste consciente. Pendant la crise, la personne produit beaucoup de salive et puis il fait perdre les urines, ça c'est pas très important, mais le fait de produire beaucoup de salive, après la crise, la respiration peut entraîner une inhalation de cette salive-là et entraîner un syndrome pulmonaire beaucoup plus grave. Et après la crise, il faut mettre la personne en PLS, en position latérale de sécurité, pour le coucher du côté gauche pour empêcher cette inhalation-là. Ça, c'est les éléments importants qu'il faut faire devant une personne qui crise. La crise épileptique n'est pas contagieuse. Oui, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que cette crise, elle est contagieuse? Parce que beaucoup disent que non, il ne faudrait pas s'approcher de la personne au risque de se faire contaminer. Oui, il y en a même qui disent si la personne fait les gaz, le fait d'inhaler ces gaz-là, ça peut, vous pouvez attraper l'épilepsie. Non, pas du tout. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Il ne faut pas courir dans tous les sens quand la personne fait une crise. Il faut plutôt l'aider, comme je venais de le dire, en évitant. Et puis après la crise, si c'est une première crise, si c'est une personne qui n'est pas connue, il faut l'amener à l'hôpital pour tous les bilans nécessaires et une prise en charge appropriée. Et quel est le meilleur traitement pour l'épilepsie? Meilleur traitement pour l'épilepsie, déjà, il y a deux mesures pharmacologiques. Il y a des médicaments qu'on peut donner pour soigner l'épilepsie. Il y a aussi de la chirurgie qu'on peut pratiquer pour certaines formes d'épilepsie. Après des investigations, si on a trouvé la lésion épileptogène et qu'elle est accessible, on peut pratiquer la chirurgie, enlever la lésion et la personne ne fera plus de crise. Mais sur le plan du traitement médical, ça dépend des formes. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte dans le choix des médicaments à administrer. Il y a déjà la symptomatologie, les syndromes épileptiques que la personne présente. Il y a l'âge de la personne. Il y a des médicaments qui sont indiqués à un certain âge et pas à un autre. Il y a le sexe de la personne. Il y a des médicaments qui ont un impact sur la maternité. Il y a des médicaments qui peuvent entraîner des malformations si une femme est enceinte et qu'elle prend ces médicaments-là. On tient compte de l'étiologie aussi, à cause de l'épilepsie. Et puis, on tient compte des comorbidités. Il y a des médicaments qui sont métabolisés par le foie, qui sont éliminés par les reins. Si quelqu'un a une insuffisance rénale, on ne va pas donner un médicament qui est éliminé par les reins. Si quelqu'un a une insuffisance hépatique, on ne va pas donner un médicament qui est métabolisé par exemple. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte et ça c'est important aussi pour la population parce que on a souvent des transmissions d'informations sur le plan thérapeutique. Je venais de recevoir un patient cette semaine, en début de cette semaine, qui fait des crises et puis
il a été conseillé par un voisin. Donc, mon fils aussi avait fait ses crises et il avait pris tel médicament. C'est pas la même chose. On a évité l'automédication. L'automédication, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes types d'épilepsie, on n'a pas les mêmes comorbidités, on n'a pas les mêmes syndromes épileptiques. Donc, quand vous faites des crises, il faut aller à l'hôpital. Il faut voir un médecin qui doit faire tous les bilans, faire le tour de la question par rapport à tous ces paramètres et choisir la bonne molécule qui est vraiment appropriée pour votre crise, pour votre âge, pour votre sexe et pour vos comorbidités. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'une femme enceinte Oui. peut connaître des crises d'épilepsie? Une femme enceinte peut connaître les crises, peut faire des crises d'épilepsie, mais déjà la grossesse est considérée comme un facteur protecteur. Si vous êtes épileptique, pendant la grossesse, on fait moins de crises et on fait des crises moins sévères pour les patientes, les gens qui sont au départ épileptiques. Mais ça ne protège, ça ne permet pas d'éviter totalement les crises. Est-ce que ça a de l'incidence sur les fœtus? Ça a de l'incidence sur les fœtus. Tout stress maternel a de l'incidence, qu'il soit un stress psychologique ou un stress physique. Quand on fait des crises, on réfléchit, on est stressé, on est mal à l'aise et tout ça, ça se répercute sur le fœtus. Donc, pouvant conduire même à l'avortement, à l'interruption de la grossesse. C'est possible, ça peut conduire à ça. Donc, même chez la femme enceinte, mais il y a des médicaments appropriés qu'on donne chez la femme enceinte pour contrôler les crises. Donc il faut une prise en charge spécifique pour la femme enceinte qui est également épileptique. Oui, comme je disais, une épilepsie, il y a une prise en charge spécifique pour tout le monde. Pour tout le monde, chacun est différent devant l'épilepsie. Et voilà, on adapte les traitements à tous ces paramètres-là. Et pour la femme enceinte, il y a carrément des médicaments qu'on ne peut pas donner, qui sont totalement contre-indiqués, qu'on ne donne pas à une femme enceinte parce que ça entraîne des malformations chez les fœtus. Et puis, mais il y a des médicaments qui sont vraiment adaptés. La femme enceinte doit continuer à prendre son traitement. Une jeune fille épileptique qui a les désirs de la maternité doit en discuter avec son médecin, doit en discuter avec son neurologue. Pour un accompagnement? Pour un accompagnement. Avant de tomber enceinte, on doit voir quels sont les médicaments que vous preniez avant la grossesse. Est-ce que ces médicaments-là ont une incidence sur la grossesse? Si c'est des médicaments qui sont contre-indiqués, on peut commencer un remplacement. Donc, changement, un virage, on peut switcher par une autre molécule progressivement, mais de manière bien contrôlée, de façon à ce que même pendant la grossesse, vos crises soient totalement contrôlées et que votre épilepsie ne perturbe pas votre fonctionnement pendant la grossesse. Et est-ce qu'on peut guérir de l'épilepsie? Bien sûr, on peut guérir de l'épilepsie. J'ai déjà parlé de l'épilepsie focale avec une lésion bien identifiée qu'on peut réséquer chirurgicalement. Mais au-delà de ça, même de l'épilepsie idiopathique et toutes les autres épilepsies, il y a même des épilepsies qu'on considère comme des épilepsies autolimitées. Il y a des épilepsies qu'on trouve chez les enfants et qui disparaissent seules à un certain âge. Mais pour la forme la plus fréquente, l'épilepsie généralisée idiopathique, on peut en guérir. Il faut suivre les traitements et on parle de guérison en termes d'épilepsie devant l'absence de crise pendant 2 ans. Et que vous avez un patient que vous suivez, que vous prescrivez des médicaments et au bout de pendant 2 ans, vous contrôlez correctement les crises, il ne fait aucune crise, on peut commencer à baisser progressivement les traitements et puis à libérer, à lever les pieds sur toute la prise en charge. Mais il y a des formes aussi qu'on considère comme des formes pharmacorésistantes. Donc, vous donnez les traitements, il y a toujours des crises. Même dans les formes pharmacorésistantes, il faut donner toujours les traitements parce que pharmacorésistante, c'est que les crises continuent, mais ce n'est pas la même ampleur que si vous ne donnez pas. Donc, le fait de donner des médicaments, même dans une crise, dans une épilepsie pharmacorésistante, baisse la fréquence quand même des crises et diminue l'ampleur de ces crises-là. Mais on peut guérir. Voilà. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire spécifique pour une personne qui est touchée par l'épilepsie? Est-ce qu'il y a des aliments que la personne épileptique ne peut pas prendre? Il n'y a pas d'aliments. Sur le plan alimentaire, strictement parlant, il n'y a pas un régime particulier. Une personne épileptique peut continuer à manger comme tous les autres.
Et la particularité, c'est par exemple en termes de boissons alcoolisées, il faut éviter l'alcool. Déjà, un verre d'alcool, 2 verres ne vont pas déclencher des crises d'épilepsie, mais le fait de prendre un verre peut vous amener, comme l'alcool, c'est une substance qui peut amener à la dépendance. La consommation aiguë d'alcool peut déclencher des crises. Les sévrages, le fait d'arrêter de consommer quand vous êtes un consommateur habituel peut déclencher des crises. Au-delà de ça, le fait de prendre même une petite quantité peut interférer avec, parce que l'alcool est métabolisé au niveau du foie. Et le fait si on est sous des traitements qui sont aussi métabolisés au niveau du foie, ça peut entraîner des perturbations dans le métabolisme de certains médicaments. Du coup, nous recommandons d'arrêter, de ne pas prendre de l'alcool pour les patients épileptiques. Et aussi d'autres substances psychoactives qui peuvent aussi perturber leur fonctionnement. Et puis l'alcool, quand vous avez pris un épileptique, on ne l'a pas insisté là-dessus, mais c'est quelqu'un qui doit prendre son traitement. La plupart des traitements, c'est chaque jour. Vous devez prendre régulièrement votre traitement. Ne jamais l'interrompre. Ne jamais l'interrompre. Le fait d'interrompre un traitement antiépileptique peut favoriser des crises plus graves et entraîner même un état de mal épileptique. Donc, ils doivent prendre régulièrement. Mais quand on s'enivre ou on est un peu perturbé par l'alcool, on risque d'oublier sa prise de médicaments. Quand on est un peu perturbé par les chanvres et les autres substances psychoactives, on peut facilement oublier son traitement et du coup tomber dans des formes un peu plus graves. Du coup, c'est pas, mais sur le plan alimentaire, pas d'indications, pas de contre-indications pour certains aliments. Et comment vivre avec l'épilepsie? Vivre avec l'épilepsie, c'est compliqué, ça dépend de la forme aussi. Ça dépend de la forme. Et quand on est épileptique, on doit considérer que c'est une maladie comme toute autre. Et voilà, respecter, voir son médecin régulièrement, respecter ces mesures dont on a parlé, notamment éviter l'alcool, il y a des professions que les épileptiques ne peuvent pas faire, surtout quand les crises ne sont pas suffisamment contrôlées. Ils ne peuvent pas conduire, par exemple, dans les transports en commun, tout ça. Ils ne peuvent pas être plongeurs, par exemple. Une profession de plongeur, la crise peut se déclencher dans les profondeurs et entraîner des complications, la mort. Du coup, mais un épileptique doit respecter son hygiène de vie. Sur le plan du sommeil, il doit dormir régulièrement à des heures fixes, éviter les dettes de sommeil, ça provoque des crises. Éviter d'être trop stressé aussi, donc prendre la vie du bon côté et essayer d'être correct, mener sa vie normalement. Alors, si vous parlez de la prévention, est-ce qu'il y a des gestes à poser? Est-ce qu'il y a un comportement à adopter pour prévenir l'épilepsie? Pour prévenir l'épilepsie ou pour prévenir les crises épileptiques, c'est la prévention secondaire pour la plupart des formes, parce qu'on ne connaît pas l'étiologie. Pour les formes idiopathiques, par exemple, pour les formes génétiques aussi, c'est la prévention secondaire. Quand vous prenez régulièrement votre traitement et que vous respectez les mesures, vous pouvez participer avec les médecins au contrôle des crises. Mais pour les formes secondaires, par exemple, secondaires à un AVC, la prévention de cette épilepsie vasculaire, c'est la même prévention de l'AVC. Il y a des mesures pour prévenir l'AVC. Il faut bien contrôler sa tension, manger correctement, éviter de manger trop gras, tout ça. Ça, c'est pour prévenir la cause de l'épilepsie, mais pas pour prévenir l'épilepsie. Certainement, après, si vous avez déjà fait un AVC, vous avez une tumeur, vous avez tout ça, vous pouvez facilement tomber dans l'épilepsie. Il n'y a pas beaucoup de mesures préventives de l'épilepsie en tant que maladie. Il y a des mesures préventives des causes de l'épilepsie, pour certaines causes identifiables. Et puis, il y a des mesures de prévention secondaire des crises pour les patients qui ont déjà une épilepsie bien connue. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que l'épilepsie relève des causes mystiques d'origine métaphysique, quoi? Oui, c'est dans cette logique-là qu'il faudrait qu'on change notre vision sur l'épilepsie. Parce que si on considère que l'épilepsie, c'est ce qui amène à la discrimination et à certains préjugés sur les victimes
de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique bien identifiée, qui est d'ailleurs mondialement, qui est ubiquitaire. Elle est retrouvée partout dans le monde. Comme vous l'avez dit à l'introduction, plus de 50 millions de personnes dans le monde qui font l'épilepsie. Ça n'a rien d'une magie, ça n'a rien... Parce que rien de sorcier. dans notre culture, souvent les maladies ou les manifestations qui commencent brutalement, les maladies qui surviennent brutalement sont considérées comme des maladies mystiques, comme l'AVC aussi. Quelqu'un était là en train de marcher et puis il est tombé. C'est qu'on lui a lancé un sort, voilà. Mais ce n'est pas le cas. L'épilepsie, c'est une maladie comme l'AVC par ailleurs. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui a ses causes et qui a sa prise en charge en médecine, et voilà, et dont on peut guérir si on suit bien sur les... Parce que pendant la survenue des crises, beaucoup disent que tu vois, là, il a fait un voyage astral. C'est ce que les gens disent. Voilà, et ça, c'est des préjugés. C'est des préjugés que nous combattons, que nous devons vraiment combattre. Parce que si vous considérez que c'est démoniaque, du coup, vous n'allez pas être motivé pour l'amener à l'hôpital. Si c'est démoniaque, peut-être voir les féticheurs, voir les sorciers, voir les pasteurs. Et voilà. Mais quand vous savez que c'est une maladie comme les autres, c'est une maladie neurologique qui a un mécanisme physiopathologique bien connu qui peut arriver à tout le monde, qui concerne une grande proportion de la population, vous allez vous en rendre compte que c'est important de l'amener. Et quand quelqu'un fait l'épilepsie, c'est très important de voir un neurologue pour une prise en charge appropriée. Voilà, on va chuter par là. Quelle est la responsabilité d'abord de l'Église, la responsabilité de la famille, mais aussi la responsabilité du personnel soignant vis-à-vis des personnes épileptiques? La responsabilité de l'Église, c'est par là que vous avez commencé. L'Église, c'est bien, il faut impliquer Dieu dans nos activités, dans la maladie, mais le responsable de l'Église doit se rendre compte qu'au-delà de notre prière, il y a un traitement approprié pour cette maladie. Ouais, je disais, l'Église, les responsables de l'Église, dès qu'ils reçoivent une famille avec quelqu'un qui a fait une crise, ils se rendent compte que c'est une crise épileptique ou très probablement une crise épileptique. Après la prière, ils doivent les orienter vers une prise en charge médicamenteuse, vers une prise en charge médicale, vers une structure hospitalière, en leur disant que c'est une maladie. Il faut aller voir les médecins et ça peut se soigner. Ça se soigne. C'est important de soigner ça parce qu'il y a des complications qui peuvent arriver si la maladie n'est pas soignée correctement. La responsabilité de la famille est la même que celle-là, déjà de protéger leur frère qui fait des crises. Si jamais, comme on a dit, il y a des mesures pour éviter qu'il se fracture, qu'il se traumatise pendant la crise. Et puis l'encourager, l'accompagner dans la prise en charge médicamenteuse et voilà. Et surtout dans l'hygiène de vie aussi. Permettre un bon sommeil. On lui a recommandé de dormir régulièrement. La famille ne va pas mettre de la musique à un volume très élevé pendant les heures où il est censé dormir. Donc, tout ça, c'est des mesures auxquelles la famille doit vraiment participer. Et la régularité de la prise des médicaments, on a insisté là-dessus. Un épileptique ne doit jamais interrompre son traitement. Et la famille doit veiller à ça. On n'achète pas les médicaments contre l'épilepsie le jour où les médicaments se terminent. Il faut déjà anticiper. Les médicaments vont se terminer. Les lots que nous avons achetés vont se terminer dans une semaine. On achète déjà d'autres, de façon à ce qu'il n'y ait jamais rupture. Et ça, c'est la responsabilité de la famille, la responsabilité des corps soignants, infirmiers, médecins, c'est de participer à cette prise en charge, mais aussi à la sensibilisation dans nos quartiers, dans nos communes, en cas de crise, vraiment insister pour que la famille accompagne les messieurs à l'hôpital pour une prise en charge appropriée. Voilà, docteur Antoine Salambo, c'est Oui, ça. Nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un conseil, comme on est en pleine comme journée de célébration, de sensibilisation autour de cette maladie qui est l'épilepsie? Quels conseils vous pouvez prodiguer aux personnes touchées par l'épilepsie, mais aussi à la communauté d'une manière générale pour éviter la stigmatisation à l'égard justement des personnes épileptiques? Merci. Le conseil que je vais donner relève exactement de tout ce dont on a parlé, en disant que ce n'est pas une maladie mystique. Ce n'est pas un sort, ce n'est pas un démon qui habite la personne qui est en train de convulser là.
c'est une maladie bien identifiée qui a ses causes. Donc, nous devons éviter de stigmatiser, d'éviter des préjugés sur les personnes qui font de l'épilepsie. Nous devons les accompagner, nous devons participer à leur prise en charge, les orienter vers des structures et des prises en charge. Et les personnes qui font de l'épilepsie aussi, parce qu'il y en a qui se cachent, qui pensent que c'est une maladie très grave, et puis si les gens savent que je fais de l'épilepsie, c'est pas bon, les gens peuvent l'ignorer, mais il faut au moins vous adresser à un médecin. Ça retarde la prise en charge et puis ça peut entraîner des complications. Et vous remarquez ces signes dont on a parlé, qui surviennent brusquement, qui s'arrêtent brusquement, qui sont stéréotypés, allez voir un médecin, faites les bilans qu'il va vous recommander et prenez les médicaments. L'épilepsie, ça se soigne, c'est une maladie qui se soigne et dont on peut guérir si on respecte la prise en charge. Voilà, l'épilepsie, ça se soigne, c'est une maladie dont on peut guérir. C'est par là donc qu'il s'achève ce numéro d'Allo Docteur qui était consacré à l'épilepsie. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs.